Merci de votre présence, bienvenue à tout le monde. Bonjour donc à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, hein. Donc il est 11 heures, on va commencer notre webinaire. Donc merci de votre présence aujourd'hui pour notre webinaire du mois de novembre de l'assaut d'ELIAC, donc concernant la maîtrise des comptes, des comptes à privilèges et leurs accès ainsi que les différents sujets autour de la cybersécurité. Donc, merci de votre présence encore une fois et vous allez remarquer effectivement que vous n'avez pas accès évidemment à la vidéo ni à l'audio. Voilà, parce que nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette table virtuelle, dans cette réunion, dans ce webinaire. Et donc, en l'occurrence, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation qui est à votre disposition. Et on fera un effort, enfin, du moins, on fera le nécessaire avec mes collègues pour y répondre, je dirais, à l'issue de ce webinaire. Donc, on a 1 heure devant nous. On va passer environ entre 40 et 45 minutes sur la présentation de ce webinaire et nous aurons un temps d'échange sur les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir qu'on fera le nécessaire pour y répondre. Du coup, je serai accompagné aujourd'hui de mes collègues ici présents, donc Marilyn Fay présente ici, qui a le rôle de directrice commerciale de la branche cybersécurité au sein d'ELIAC, donc qui va nous faire une présentation évidemment des enjeux autour de la cybersécurité. Vous allez avoir aussi le temps d'échanger aussi avec Armand Paslac, donc qui est notre consultant avant-vente, spécialiste des offres cloud et aussi des offres de cybersécurité, donc qui va nous expliquer les aspects, on va dire, un peu plus techniques de cette solution de maîtrise des comptes à privilèges. Et moi-même, donc chef produit au sein d'ELIAC concernant évidemment les offres de services managés, donc que ce soit digital workplace jusqu'au cloud en passant par la cybersécurité. Et donc on sera là aussi pour répondre à vos questions qui peuvent aussi être un peu plus générales si vous en avez. N'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Lors de ce webinaire, vous aurez en fin de webinaire le questionnaire de satisfaction à remplir. Donc ce serait, j'irais sympa de votre part de le remplir il y a 4 questions, un verbatim, c'est pas très long. Ça nous permet d'améliorer nos réunions, nos présentations. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions, à prendre les 2 minutes qu'il faut, et puis ça nous permettra de concentrer tous ces éléments et d'améliorer nos différentes présentations dans le fil du temps. Voilà. Donc, merci encore de votre présence. Donc, l'objectif, évidemment, aujourd'hui, c'est de vous parler de la maîtrise des comptes à privilèges. Donc, avant, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet, on va évidemment aborder des aspects techniques, mais on va aussi aborder des cas clients, enfin des cas réels qui sont arrivés, et de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est nécessaire de maîtriser ces accès-là. Et pour ça, je vais laisser la parole pour l'instant à Marilyn, qui va vous parler un peu du contexte de la menace et de savoir où on en est sur les risques cyber. Donc, Marilyn, je te laisse la parole. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la cybersécurité et plus particulièrement à notre offre CyberPAM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de revenir quelques secondes sur notre identité ELIAC. ELIAC est une entreprise française forte de plus de 30 ans d'expérience. Avec nos 29 agents sur tout le territoire, nous sommes au plus près de vous et nous accompagnons plus de 6000 clients, entreprises privées ou publiques, dans leurs défis technologiques au quotidien. Notre ADN repose donc sur la proximité, la réactivité, la créativité et la pérennité. Ces valeurs guident chacune de nos actions, qu'il s'agisse de déployer les infrastructures, de sécuriser des environnements critiques ou d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Pour revenir au sujet du jour et avant d'évoquer notre offre CyberPAM, je me permets juste de citer quelques chiffres afin de rappeler malheureusement l'évidence, notre quotidien à tous. La cybermenace n'a jamais été aussi critique, active. Ce slide illustre l'ampleur de la cybercriminalité, des cybermenaces en 2024, ainsi que ses impacts financiers et opérationnels. À gauche de ce slide, vous voyez la répartition des attaques. On observe que les structures moins armées, pour le moment, restent les premières cibles. Sans reprendre les autres données, mais face à ces chiffres, à cette lecture, les questions sont simples. Comment renforcer votre posture de sécurité ? Quelles actions prioritaires devez-vous mettre en place dès maintenant ? Aujourd'hui, la cybermenace n'est plus une hypothèse, c'est une stratégie proactive, des risques financiers et réputationnels qui sont très importants et qui peuvent vous cibler. Chez ELIAC, nous proposons des solutions agiles et souvent souveraines pour anticiper ces menaces et protéger vos actifs critiques. Ce schéma, Jean-Philippe, juste le slide d'après s'il te plaît, merci.
Ce schéma illustre notre démarche pour offrir une protection 360 à nos clients. L'idée est simple, couvrir l'ensemble du cycle de sécurité. Notre approche est basée, comme vous le voyez, sur les 6 piliers du Cyber Security Framework du NIST: gouverner, identifier, protéger, détecter, répondre et restaurer. Notre approche est maîtrisée, complète. On vous accompagne au travers des services en mode OPEX, as a service, en orange, et des projets sur mesure, en blanc. On s'appuie sur nos experts, sur des technologies éprouvées pour garantir une résilience au quotidien. Concrètement, cela veut dire que nous ne nous contentons pas de réagir avec vous, mais nous anticipons, nous protégeons et nous restaurons également si besoin. Mes contacts m'appellent et discutent désormais avec moi en termes de piliers, d'actions, de priorités. Un petit clin d'œil à nos partenaires de la FFR pour qui nous, ELIAC, nous sécurisons aussi leurs piliers. Pour revenir au sujet du jour, et avant de découvrir ensemble cette offre CyberPAM, une offre complète, proactive, personnalisable et opérationnelle, afin de répondre aux besoins et aux exigences croissantes de cybersécurité, on va rappeler ce qu'est un compte à privilège. Parler de PAM, c'est bien, mais comprendre ce qu'est un compte à privilège et pourquoi c'est trop régulièrement le point d'entrée utilisé par les cyberattaquants. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le poste utilisateur, l'erreur humaine, mais trop régulièrement les comptes à privilèges. Ces comptes à privilèges sont la clé du royaume. Ils donnent accès au système, aux bases de données, aux applications et à l'infrastructure réseau dans son entièreté. Pourquoi c'est critique? C'est qu'on dispose de droits étendus que la majorité des autres utilisateurs n'ont pas. Une seule compromission peut suffire à prendre le contrôle de l'ensemble du système d'information. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 80% des cyberattaques exploitent ces portes. Les conséquences? Des pertes financières majeures, des arrêts de production, des impacts réputationnels qui peuvent mettre en péril votre entreprise. Les cyberattaquants, les cyberattaques deviennent plus furtives, plus sophistiquées. Sans PAM, vous laissez la porte ouverte aux cybercriminels. Avec un PAM, vous transformez cette vulnérabilité critique, ces failles, en avantage stratégique pour vous et votre organisation. Maintenant, Jean-Philippe va vous conter quelques tristes expériences, quelques malheureuses histoires en cybersécurité. Malheureusement, au quotidien, on apprend du malheur de nos clients. On les accompagne au mieux. Et dans un second temps, Armand vous montrera comment ELIAC et notre offre CyberPAM, on peut fermer ses portes avec vous et renforcer votre posture de sécurité. À tout à l'heure. Merci Marilyn pour cette introduction importante. Donc vous avez compris que l'offre CyberPAM qu'on va vous présenter, donc PAM pour Privileged Access Management, donc accès des comptes à privilèges pour tout ce qui est francisation, on va dire, de ces termes. Donc c'est bien une brique de la cybersécurité, une brique importante autour de la protection, on l'a vu tout à l'heure. Et aujourd'hui, on voudrait d'abord aborder un petit peu cette présentation, non pas pour vous plonger directement dans la technique, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Armand va effectivement vous faire une présentation de ces aspects-là, mais on aimerait bien vous présenter des cas concrets. Des cas concrets qui sont déjà arrivés et qui sont publics, puisque nous n'avons pas, inventé, on va dire, ces cas, puisque ce sont des cas que vous trouverez sur Internet. La seule chose qu'on a fait, évidemment, c'est de ne pas parler du nom de la société ou de la collectivité locale, mais bien de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. L'exemple numéro 1 est assez intéressant, c'est une collectivité locale, on vient d'en parler, une mairie de 3200 habitants. Certes, c'est pas une très grande mairie, et le préjudice qui a été évité était de 150 000 euros, mais 150 000 euros pour une mairie de 3200 habitants, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans une démarche de cybersécurité, le cyberattaquant a réussi grâce à un mail frauduleux, donc petite parenthèse ouverte, ce qui veut donc dire qu'il faut donc former vos utilisateurs autour des risques cyber, puisque l'attaque est arrivée comme souvent par un mail. Ce mail comportait une pièce jointe qui a été ouverte par l'agent en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cyberattaquant a réussi à récupérer les comptes à privilèges du directeur général des services. Alors, c'est pas forcément un compte à privilèges au sens technique, mais c'est bien un compte à privilèges au sens positionnement du rôle de directeur général des services au sein de l'entité qui est ici une mairie. Donc forcément, ce compte avait peut-être trop de droits à privilèges, mais en l'occurrence, le cyberattaquant a réussi à prendre le contrôle total des systèmes informatiques de la mairie. Alors est-ce que c'était
le DGS qui devait avoir ses droits autour du SI, on va dire, de la mairie. C'est pas le but du webinaire et de la présentation, mais c'est pour montrer que le compte avait peut-être trop de privilèges. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le cyberattaquant a réussi à passer des commandes au nom du DGS. Et heureusement que les fournisseurs qui ont l'habitude de travailler avec ce DGS se sont rendus compte, eux, que ces commandes n'étaient pas forcément, comment dire, justifiées. Et à l'arrivée, le préjudice a été évité. Ouf pour la mairie, mais c'est là qu'on voit effectivement que il y a beaucoup de choses à revoir pour que ça ne se produise plus. La première chose à revoir, c'est qu'effectivement, former vos utilisateurs. C'est pas le sujet, évidemment, du webinaire aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle chez nous cyberfish, c'est donc campagne de phishing et de e-learning. Ce sont des offres qui existent chez nous, il n'y a pas de problème et vous pouvez nous contacter pour ça. Mais le compte du DGS avait déjà trop de privilèges. Aussi une autre approche au niveau de la cyber, hein, Marilyn nous en a parlé. Peut-être que la partie audit et la partie, on va dire, prise de la photo, on va dire, du SI tel qu'il est configuré, aurait peut-être mis en avant le fait que le DGS avait trop de comptes privilégiés, trop de privilèges sur le compte au niveau de l'informatique, et donc forcément, ça aurait peut-être évité le sujet. Mais, et c'est là l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est que le compte à privilège en question devait peut-être être protégé, doit être protégé, se doit d'être protégé au sein même du SI du client, pour éviter justement qu'en cas d'usurpation d'identité, enfin du moins du compte à privilège en question, il y ait des tentatives de commande de fournisseurs ou autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est formation des utilisateurs, des comptes à privilège des droits octroyés à un DGS un peu trop important, et évidemment, et ça c'est le but de notre échange, protéger le compte à privilège en question. Exemple numéro 2, on monte d'un cran. Ce cran-là, c'est un centre hospitalier de 60 000 patients par an en moyenne. Et c'est récent. En juin 2025, l'hôpital en question, le centre hospitalier en question, s'est vu voler plusieurs milliers de dossiers patients. Alors, on n'a pas eu le nombre exact de dossiers patients volés. Hein. Il a été estimé entre 120 000 et 530 000 dossiers. Il y a quand même un grand écart. Mais déjà 120 000, c'est important, puisqu'on y retrouve dedans l'ensemble des adresses, numéros de téléphone et autres numéros de sécurité sociale, date de naissance des patients. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Le logiciel du tiers, un logiciel tiers, a été évidemment piraté de par une faille de sécurité. Petite parenthèse, les audits de vulnérabilité vous permettraient évidemment de voir ce genre de faille en temps réel, même pour les logiciels exploités par les logiciels développés par des sociétés tierces, des logiciels métiers, on appelle ça des logiciels métiers. Cette faille a été exploitée et le cyberattaquant a réussi évidemment à s'installer au sein de l'entité, du CH, évidemment, pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces données. Donc il y a eu une fuite massive des données. Il faut retenir dans ce cas d'école qui est quand même important, qu'une seule compromission suffit pour se faire voler l'ensemble de ces données. Donc en l'occurrence, c'est important de se protéger. Encore une fois, au même titre que le DGS qu'on a vu tout à l'heure pour la communauté de communes, enfin la commune, pardon, c'est bien qu'un accès privilégié, un privilège à un médecin. Pourquoi? Alors peut-être que c'est un responsable de service, peut-être que c'est un professeur, peut-être un responsable d'équipe. Bref, il avait trop de privilèges et de ce fait, il s'est fait donc, je dirais, ce compte a été utilisé pour aller siphonner l'ensemble des données des patients. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, au-delà de l'étude et de l'audit, on va dire, du SI du client, qui est à mon avis, qui est important de prendre en compte, le fait de protéger ce compte à privilège aurait peut-être évité. Je dis bien peut-être parce que c'est une seule compromission peut suffire, mais le fait de protéger ce compte à privilège aurait peut-être évité ce siphonnage massif de données personnelles et surtout de données de santé. C'est surtout ça le plus important à retenir. Alors le troisième exemple, alors celui-ci, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Là, on est monté vraiment d'un cran, puisqu'on parle d'un groupe hôtelier, international, 2053 établissements dans le monde, qui s'est fait voler 500 millions de données clients, 500 millions de clients, la base de données des clients. Donc là, c'est encore plus représentatif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Le compte à privilège du fournisseur tiers qui a été attaqué. Alors, le paradoxe de cette attaque, c'est que c'est le fournisseur d'une solution de base de données de réservation de hôtelière qui s'est fait attaquer de son côté. Et de par cette attaque, le cyberattaquant a récupéré les comptes administrateurs
de ses clients, dont ce groupe hôtelier. Et donc forcément, en ayant récupéré ce compte à privilège, et ça Armand vous mettra bien le doigt sur le problème en question, il a réussi à se connecter sur le compte, enfin sur le SI du groupe hôtelier, et s'est installé, tenez-vous bien, pendant 4 ans pour récupérer tranquillement toutes les données clients, 500 millions de données clients, pendant 4 ans. 4 ans pour s'apercevoir que le compte à privilège était en train de siphonner. Ce compte en question était piraté et qu'il y avait un siphonnage en cours de toutes ces données particulières. Beaucoup de données, ça fait beaucoup de choses à gérer évidemment pour l'hôtel, du moins le groupe hôtelier. Et donc en l'occurrence, dans ce cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est que cette attaque, le pire, c'est qu'elle ne visait pas le groupe hôtelier au départ. Elle n'était pas, je dirais, à destination du groupe hôtelier, mais elle était à destination du fournisseur de la base de données de réservation hôtelières. Voilà. Donc le compte d'accès, évidemment, n'était pas protégé. Et ce fournisseur accédait de façon normale, je dirais comme l'ancien temps, accédait chez son client, en fait, sans protection en mode administrateur, sans forcément avoir nommé le compte en question, pour pouvoir gérer la base de données. En toute, on va dire, en tant que bon père de famille, gérer la base de données du groupe hôtelier sans savoir qu'effectivement ce compte était compromis. Double responsabilité dans ce cas-là. La protection du compte du client fournisseur, enfin, des comptes du client fournisseur n'ont pas été mis en place. Donc forcément, il s'est fait déjà pirater et en se faisant pirater, s'est fait siphonner ses différents comptes. Et puis le deuxième aspect, qui est celui qu'il faut retenir aujourd'hui, celui sur lequel Armand va être un peu plus précis techniquement sur comment faire, ce compte n'était pas protégé chez le fournisseur, enfin chez le client, du moins chez le client final. Donc forcément, n'importe qui pouvait, avec évidemment différents droits, pouvoir accéder à ces différentes bases de données, et notamment celle de la réservation clientèle, et se faire siphonner 500 millions de données clients, ce qui est énorme. Donc voilà les 3 cas clients, il y en a d'autres, vous en connaissez sûrement, ou peut-être, j'espère que vous n'êtes pas encore, je dirais, concerné par ce cas-là. Le fait est qu'il est nécessaire de se protéger, donc pour le coup, je vais passer la main à Armand, qui va vous expliquer ce que c'est qu'un bastion, parce qu'on parle de bastion, hein, quand on parle de PAM, donc de Privileged Access Management, ou de protection des comptes à privilèges, hein, il y a beaucoup de termes qui tournent, on parle de bastion. Et là, Armand va vous faire quelques petits rappels du principe, des buts recherchés, et comment on protège le tout. Et on reviendra derrière, après, sur les aspects service managés que ELIAC vous propose, et on procédera évidemment à la réponse à vos questions. Je te laisse la main à Armand pour la suite de la présentation. Parfait, merci. Donc du coup, pour la partie Privilege Access Management, donc en français, hein, donc la gestion des accès à privilèges, ça maintenant, vous l'avez bien compris. En fait, on peut résumer ça en une seule phrase qui est que le PAM, c'est un bouclier contre les attaques ciblant des utilisateurs disposant d'accès critiques. Alors, quand on parle d'utilisateurs disposant d'accès critiques, concrètement, on parle effectivement d'administrateurs système, de comptes de service, de comptes route si on est sur un environnement Linux, qui, comme Marilyn l'a précisé au début de la présentation, sont les comptes d'attaque privilégiés des cyberattaquants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les clés du royaume, comme disait Marilyn, à savoir, ils ont l'accès aux données sensibles. Ils ont la capacité de pouvoir faire des modifications fondamentales sur l'environnement technique, supprimer des logs, etc. Et ils ont la possibilité, bien entendu, de désactiver des systèmes de sécurité, un EDR qu'on aurait pu mettre en place, une détection comportementale, bref, comme ils ont tous les droits, ils peuvent tout faire. D'accord? Donc, comme on le voit sur ce slide, le PAM s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est la réduction de la surface d'attaque. Alors, quand on parle de la réduction de la surface d'attaque, ça fait référence à un des piliers aussi, parce qu'on parle de pilier, de la démarche Zero Trust. D'accord? Vous savez que la démarche Zero Trust est construite autour de 5 piliers, dont un pilier identité et un pilier réseau. Le PAM vient parfaitement s'intégrer dans les piliers du Zero Trust, et entre autres, le PAM va nous permettre de, entre autres, hein, bien entendu, valider la partie moindre privilège, hein, donc mettre en place le moindre privilège pour les accès, et aussi la partie accès au moment opportun. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un administrateur
qui souhaite accéder à des ressources aura juste les droits dont il a besoin et uniquement pour la durée nécessaire. Et en fait, rien déjà que ce premier pilier est déjà fondamental puisque ça évite de conserver ad vitam aeternam des comptes administrateurs dormants. Et ça, les sociétés, et j'en suis sûr, malheureusement, pour avoir quand même travaillé chez pas mal de clients, ça traîne. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le contrôle d'accès renforcé. Alors là, concrètement, c'est le MFA. Okay, donc là, Multi-Factor Authentication, vous savez ce que c'est. Et le deuxième point de ce contrôle d'accès renforcé, c'est la partie workflow d'approbation. Concrètement, ça va permettre à un administrateur, donc par exemple, je vais prendre Jean-Philippe comme mon cobaye administrateur, il souhaite accéder à l'entreprise de Marilyn parce que lui est un sous-traitant, c'est un prestataire, d'accord, qui accède aux ressources de Marilyn. Ben, lui, en tant qu'administrateur, il va devoir justifier une demande d'accès, donc il va demander à Marilyn, est-ce que c'est possible de me donner l'accès à telle ressource, et ça va passer par un workflow dans lequel Marilyn, à la fin, va lui donner l'accès. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça tout à l'heure. En tout cas, je vais vous expliquer le principe. Le troisième pilier, c'est la surveillance en temps réel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va être capable, grâce à un système PAM, de pouvoir enregistrer au format vidéo et de capturer l'ensemble des actions menées par un administrateur. Donc ça, c'est très important. Et toute la force du système vient que si on couple en plus le PAM avec le SOC, donc avec un service qui dispose d'outils d'analyse de ce qui se passe et de corrélation, bah bien évidemment, vous voyez venir tout de suite la force du système, c'est-à-dire qu'on va être capable très tôt de détecter des signaux faibles de façon à détecter une attaque potentielle. Le quatrième pilier, c'est la gestion sécurisée des secrets. Là, deux points fondamentaux. Le premier, c'est que le PAM comporte forcément un coffre-fort. Alors, c'est un coffre-fort numérisé, chiffré, qui va comporter des mots de passe, mais pas que, ça va comporter aussi toutes les politiques de gestion des mots de passe, et entre autres, très important, la rotation des mots de passe administrateurs. Et la deuxième chose qui est importante, donc c'est ce que je viens de dire, c'est la partie rotation de ces mots de passe, c'est-à-dire que ça va éviter qu'un mot de passe soit permanent, et on va voir que dans le mécanisme, dans le fonctionnement idéal de la solution, l'idée, c'est qu'à aucun moment, Jean-Philippe ne dispose du mot de passe administrateur pour pouvoir administrer les machines virtuelles, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. En bas du slide, vous voyez, il y a 5 fonctionnalités clés que je vais résumer de manière très simple. Le PAM, ça offre une gestion centralisée des comptes à privilèges, ça on l'a compris, avec un coffre-fort dans lequel il va y avoir des mots de passe et des politiques de rotation de mots de passe. Ça offre un session management, c'est-à-dire que la capacité d'enregistrer des sessions vidéo pour vérifier ce que les personnes font. Ça va offrir un contrôle d'accès granulaire pour préciser qui fait quoi, quand, comment et depuis où. Donc si on le traduit en français dans une phrase toute simple, ce serait, pour reprendre l'exemple avec Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe de la société, par exemple, Eliac, peut accéder au serveur de production de Marilyn, oui, mais uniquement en semaine, entre 8h et 18h, et uniquement depuis les réseaux de l'entreprise Eliac. Point. D'accord ? Et le dernier point, c'est l'audit et la traçabilité. Vous comprenez bien, ça a plusieurs intérêts. C'est la conformité aux normes et certifications RGPD / ISO 27001 et compagnie, mais aussi, en cas de compromission, eh bien, la possibilité de faire de l'investigation post-mortem. Voilà pour ce slide. Donc, maintenant, voilà, on va présenter dans ce slide un petit peu, du coup, le produit qu'on a choisi. Donc, on a choisi un partenariat avec Walix. Alors, la société Walix, je pense que vous la connaissez, mais petit rappel, juste sur 3 dates majeures. Première date, première chose, c'est une société française, donc voilà. Donc ça s'inscrit typiquement dans notre volonté farouche d'être souverain. On choisit au maximum des produits franco-français. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais là, en l'occurrence, c'est possible. Comme c'est aussi possible pour notre SOC. Voilà. Eh bien, pour le PAM, on a choisi du coup Walix. Donc, Walix, les dates, c'est quoi? C'est 2003, c'est la création de la société. C'est une entreprise qui était spécialisée
dans la création de passerelles d'accès pour faire du SSH. Donc on était déjà un petit peu dans l'esprit, hein, une sorte de reverse proxy d'accès pour du SSH, une sorte de système de rebond pour pouvoir administrer des machines Linux. Voilà. 2007, c'est la sortie du produit majeur qui s'appelait à l'époque Walix Admin Bastion, d'accord, qui était donc le PAM, d'accord, voilà. Ça, c'est 2007. Et troisième grande date pour Walix, c'est 2019. C'est l'acquisition de la société TrustLM, dont vous allez souvent entendre parler jusqu'à la fin de ma présentation là. C'est une société française qui avait été créée en 2013 et qui avait la particularité de fournir une solution d'annuaire en mode SaaS, d'accord? Donc de l'identité du IAM, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, de la gestion des identités et des accès, hein, en anglais c'est Identity and Access Management, voilà. Donc un IAM en mode SaaS avec du SSO et tous les mécanismes qui font bien. Pour ceux qui connaissent, c'était un produit concurrent de l'américain Okta. Ok, voilà. Donc, ça, c'est le premier point par rapport à l'histoire de Walix. Ensuite, Walix, au-delà de son histoire, dispose de quelque chose qui est très important pour nous, et pour eux aussi, bien entendu, c'est la partie visa de sécurité de l'ANSSI. Alors, comment ça fonctionne? L'ANSSI a un certain nombre de qualifications et de certificats qu'il délivre. Bah, depuis 2013, donc ça remonte à 2013, Walix dispose de la qualification CSPN qui permet à Walix d'afficher, et ça a été renouvelé plusieurs fois, hein, entre autres la dernière fois, je crois que c'était 2020, je n'ai pas de bêtises, et ça permet du coup à Walix d'afficher le fait qu'ils détiennent le visa sécurité de l'ANSSI. Donc, quand on cherche une solution franco-française et référencée par l'ANSSI, on n'est plutôt pas trop mal. Et dernier point de ce slide, c'est c'est un petit peu une lapalissade, mais bien évidemment, on a aussi choisi ce produit en regardant quand même les principaux cabinets d'analyse IT et cyber, et quel que soit le cabinet, en tout cas pour les plus grands, hein, le Gartner, Forrester et compagnie, il les situait toujours en haut à droite, hein, dans les produits leaders du marché. Voilà, voilà pour ce slide. Et donc maintenant, on va passer sur la partie présentation de la solution technique, un petit peu pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, je vais d'abord vous décrire de manière très simple le mode de fonctionnement, hein, le synoptique de la connexion, et puis après on va revenir et je vais faire un deep dive composant par composant pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc, première chose, un administrateur, donc à gauche avec son petit PC, hein, et son téléphone portable, et un logiciel du coup au-dessus de One Time Password, hein, un équivalent Microsoft Authenticator, Google Authenticator ou TrustLM Authenticator, d'accord, va vouloir accéder à une machine virtuelle qui se trouve côté client. Donc Jean-Philippe veut accéder à une machine virtuelle du client Marilyn, d'accord, voilà. Donc première étape, va y avoir une validation de l'authentification avec du MFA au travers de l'annuaire SaaS nommé TrustLM. D'accord, ça c'est la première flèche. Deuxième flèche, une fois qu'il va être authentifié, il va accéder au travers de l'Access Manager sur lequel on va revenir, qui est une machine intermédiaire, qui est un système de rebond intermédiaire. Il va y accéder au travers d'une URL, hein, du formatage https://bastion.eliac.fr/ le nom du client, donc là Marilyn, d'accord. Cet Access Manager va envoyer les informations d'authentification au bastion client, qui est le point numéro 3 que vous voyez en bas, au travers d'un tunnel VPN IPsec qui est construit nativement, hein, entre l'Access Manager et le bastion. Et dernier point, c'est le numéro 3, c'est l'accès aux ressources à administrer via le bastion client. Donc Jean-Philippe accède au travers de ce mécanisme, donc le TrustLM pour l'authentification, puis l'Access Manager pour l'URL d'accès, et vient accéder enfin à la machine virtuelle au travers du VPN IPsec. Alors, maintenant, faisons un petit deep dive pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc, on a 3 composants majeurs. Le premier composant, en fait, je vais commencer par celui du bas, je vais commencer par le bastion client. Donc ça, c'est la machine virtuelle qui se trouve au plus proche de vos machines virtuelles. Ce bastion, c'est le bastion PAM, on l'appelle aussi bastion client, c'est le fondement de la solution. Il va contenir le coffre-fort des mots de passe, les politiques de gestion des mots de passe, les rotations des mots de passe. C'est lui aussi qui va contenir l'enregistrement des sessions,
D'accord? Et donc, rien déjà que ce premier service, donc le bastion PAM, donc le numéro 3 dans le schéma, assure déjà ce qu'on appelle une rupture protocolaire. Ça veut dire que Jean-Philippe n'accède pas directement à la machine virtuelle de Marilyn, il y accède au travers d'un intermédiaire qui est le PAM. Donc il y a bien une rupture protocolaire qui vient casser qui vient s'introduire au milieu de la communication, d'accord, de façon s'interposer, hein, voilà, entre Jean-Philippe et la machine virtuelle. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément de la chaîne, dans cette rupture protocolaire, c'est l'Access Manager. L'Access Manager, c'est Walix Access Manager pour les intimes, comme c'est écrit sur le schéma, on l'appelle WAM par son petit nom. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un reverse proxy HTTPS. D'accord? Alors, il peut être publié sur Internet, ce qui va être le cas pour les accès qu'on vous propose, puisqu'il faut bien que vos partenaires ou que vous puissiez accéder à vos machines virtuelles depuis Internet. Donc, il vous faut bien une passerelle de connexion, d'accord? Donc, ce reverse proxy. Mais il faut savoir que si jamais vous aviez l'intention, par exemple, de le déployer on-premise, vous avez parfaitement la possibilité d'avoir un Access Manager à vous, par exemple, on-premise. D'accord? Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans les questions-réponses si ça vous intéresse de savoir comment on fonctionnerait si c'était dans un environnement on-premise. Donc ça, c'est donc le deuxième élément de la chaîne. Et le troisième élément de la chaîne, et non des moindres, c'est la partie TrustLM, donc le numéro 1 sur le schéma, qui est, comme je vous le rappelle, l'annuaire en mode SaaS. Alors, ce n'est pas seulement un annuaire. En réalité, il offre 4 fonctionnalités importantes. La première fonctionnalité, c'est la partie MFA. D'accord? Ça va de soi, mais c'est toujours important. C'est indispensable maintenant d'avoir du MFA. Donc, MFA disponible soit au travers d'un authenticateur que vous avez déjà sur votre téléphone portable, soit d'utiliser celui de TrustLM. Pas de problème. OK? Deuxième fonctionnalité cardinale du TrustLM, c'est la partie workflow de demande d'approbation. Ça va permettre à Jean-Philippe de demander à Marilyn un accès et Marilyn de spécifier, ce sera que du lundi au vendredi de 8h à 18h, que pendant cette semaine-là, à la fin de la semaine, c'est terminé, etc. etc. D'accord? Troisième élément fourni par TrustLM, c'est la partie Delegated Admin, avec la possibilité pour Marilyn de pouvoir être en autonomie. Marilyn, client final, peut être parfaitement autonome pour pouvoir donner des accès à des partenaires et des prestataires, en l'occurrence Jean-Philippe, pour qu'ils puissent accéder à ces machines virtuelles. Pas besoin de faire forcément appel à nous, Eliac, pour tout faire. Ça laisse à Marilyn la possibilité de le faire et on va voir un petit peu le procédé, comment ça fonctionne. D'accord? Je vais vous le décrire tout de suite, comme ça ce sera fait, tant que j'y pense. En fait, comment ça fonctionne? C'est que quand Jean-Philippe va vouloir accéder, ce que va faire Marilyn, c'est que dans l'interface de TrustLM, elle va créer le compte de Jean-Philippe. Mais elle va créer le compte de Jean-Philippe en tant que prestataire. Donc, elle ne va pas aller polluer son Active Directory, Marilyn ne va pas aller polluer son Active Directory avec un compte de prestataire. Donc ça, c'est l'énorme intérêt, c'est qu'on ne vient pas remplir en tant que client son annuaire avec des comptes externes, on n'en a pas besoin. On a déjà des comptes administrateurs. Marilyn a déjà un compte admin pour administrer les machines virtuelles. Par contre, elle ne veut surtout pas le donner à Jean-Philippe. Donc là, qu'est-ce que va faire Marilyn? C'est qu'elle va créer le compte de Jean-Philippe. Jean-Philippe va recevoir du coup un email dans lequel il va cliquer et ça va lui demander de rentrer son login, bien évidemment, c'est son adresse email, un mot de passe et d'activer le MFA. Ça, Marilyn, elle n'a pas besoin de connaître le numéro de téléphone de Jean-Philippe, elle n'a pas non plus besoin de connaître le mot de passe avec lequel Jean-Philippe va se connecter. Donc, vous voyez, on sépare bien, et c'est grâce à ce principe du coup du PAM, qu'on sépare bien du coup les accès gérés par Marilyn, les accès admin, des accès des partenaires. Voilà. Ça, c'est la partie TrustLM Delegated Admin, la troisième fonctionnalité du TrustLM. Et la quatrième fonctionnalité, c'est la partie SAML, SAML. C'est le protocole de délégation d'authentification. Il faut savoir du coup que TrustLM est compatible avec plein d'applications du marché, entre autres, bien évidemment, tout ce qui va être Salesforce, tout ce qui va être Google Workspace, tout ce qui va être Microsoft Entra ID avec Office 365, etc., etc. Dernier point du coup que je souhaite aborder sur ce slide, c'est le fait que, c'est pour bien résumer le fait que le PAM n'est pas seulement une rupture protocolaire.
Si c'était que ça, ce serait déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? De mettre des intermédiaires comme du MFA, un reverse proxy avec le WAM et un bastion, c'est déjà des très bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant. Le gros intérêt, j'espère que vous l'avez compris, mais je vais du coup le réexpliquer de manière très, très simple. Le gros avantage du PAM, c'est que le prestataire, vos prestataires, n'ont normalement jamais, jamais à connaître les logins admin, ni encore moins les mots de passe administrateurs. C'est vous en tant que client qui créez vos comptes admin, qui donnez les droits à ces comptes administrateurs, et c'est vous du coup qui, au travers du PAM, allez faire du mappage 1 pour 1 d'un compte de prestataire avec un compte admin. Et bien évidemment, vous l'avez compris, l'énorme intérêt de ça, c'est d'éviter que vos prestataires disposent de comptes administrateurs nommés, d'accord, au sens où ils connaissent votre compte admin, ils n'ont jamais à le connaître, jamais le mot de passe, ils utilisent leur compte de prestataire. Ça vous permet bien évidemment en tant que client de forcer la révocation d'accès. Ça vous évite du coup d'avoir des comptes administrateurs dormants que vous avez déjà oubliés, ou pour des prestataires, si vous ne savez plus s'ils travaillent encore pour vous, est-ce qu'ils ont encore besoin de se connecter. De toute façon, la question ne se pose pas, puisque si vous avez créé un workflow, et si vous êtes passé par un workflow d'approbation, vous avez forcément spécifié une date de début et une date de fin. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Ah si, le dernier point, et c'est ça, c'est que effectivement, ce mécanisme contient, excusez-moi, je vais y arriver. Ce mécanisme contient aussi la rotation des mots de passe. Donc, bien évidemment, tout ce que je viens d'expliquer vaut aussi pour vous. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous avez la possibilité de passer par le bastion de façon à être comme vos partenaires et comme vos prestataires, à être logués, suivis, au niveau vidéo, et bien évidemment qu'ainsi, s'il y avait un incident, on puisse comprendre ce qui s'est passé. Voilà, j'en ai fini pour l'explication un peu longue, excusez-moi, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible et descriptif possible de comment fonctionne la solution. Voilà. C'est parfait. Merci Armand pour cette présentation. Vous avez vu que techniquement, c'est passionnant parce que effectivement Armand est passionné par le sujet et il connaît bien la plateforme. C'est passionnant, mais aussi parfois complexe à mettre en place et à gérer. Donc forcément, en tant que client, vous n'avez pas forcément toutes les ressources internes pour le mettre en place et surtout pour le gérer et le service manager, si je puis dire, sur la durée. Donc qu'est-ce que va proposer évidemment Eliac dans le cadre de son offre qui s'appelle CyberPAM? Bon, PAM, vous avez compris que c'était l'acronyme de Privileged Access Management, donc forcément pour la gestion des comptes à privilèges. On va vous fournir évidemment la solution complète en mode as a service, c'est-à-dire en fonction de votre usage et en fonction de votre environnement, par rapport au nombre de comptes, par rapport au nombre d'accès privilèges à gérer. Et donc forcément, on va vous proposer une solution complète, mensuelle, proposant évidemment l'aspect installation, puisque c'est quand même le sujet principal, hein. Il y a tout un écosystème à mettre en place, hein. Il y a 3 niveaux à mettre en place, hein. Enfin, on va dire la partie authentification initiale, la partie gestion du bastion, la partie post-LM. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, ce n'est pas simple, donc, mais quand c'est mis en place, évidemment, il suffit de surveiller et de vérifier que tout fonctionne sans aucun problème. Donc c'est important de retenir, et Armand l'a dit, c'est compatible avec tous les clouds du marché, hein, que ce soit des hyperscalers comme ceux d'Eliac, hein, puisque nous sommes aussi cloud service provider. Donc nous avons nos propres clouds souverains qui permettent de recevoir vos offres CyberPAM. En l'occurrence, vous avez vu dans le schéma que la première étape, le Walix était disponible sous forme de VM dans notre espace cloud, et qui permet évidemment de l'ouverture de ces accès dans votre écosystème pour l'administration de votre environnement. Donc c'est compatible évidemment tous les clouds. C'est compatible avec les infrastructures on-premise, Armand l'a dit, c'est une redite, mais c'est important de le lire. Il n'y a pas de problématique avec les solutions on-premise, hein, les infrastructures sur vos sites. Et donc forcément, puisque c'est compatible cloud et on-premise, c'est forcément compatible avec les infrastructures hybrides. Donc que ce soit on-premise ou cloud ou les deux, vous pourrez utiliser la solution, vous devez utiliser une solution d'accès, enfin de gestion des comptes à privilèges.
On va vous proposer évidemment les services managés inclus, donc avec la surveillance de l'environnement, donc la surveillance de tout l'écosystème, est-ce qu'il fonctionne ou pas. S'il ne fonctionne pas, évidemment, intervenir dessus. Et cette surveillance est réalisée 24/7, évidemment, avec nos systèmes de supervision qui permettent évidemment de vérifier qu'un service ne fonctionne pas ou qu'il faille faire une mise à jour de sécurité ou ce qu'on appelle les 0D, c'est-à-dire les mises à jour pour contrer les failles de sécurité si besoin est. J'en reparle maintenant, mais les frais d'onboarding et toutes les licences sont inclus, donc il n'y a pas de notion d'onboarding initiaux, il n'y a pas de notion de licence à acheter. L'écosystème en termes de licence est assez complexe, dont on a l'habitude puisque c'est des sujets qu'on maîtrise depuis quelques années, mais en l'occurrence, un client final qui n'a pas la connaissance va forcément se perdre dans ces environnements de licence à partir du moment où vous souhaitez les acquérir. Donc l'idée de l'offre, c'est évidemment de vous émanciper de ce sujet-là et de laisser à ELIAC cette gestion des licences que nous avons avec Walix et autres partenaires en mode MSSP, c'est-à-dire Managed Services and Security Provider. Donc nous avons la possibilité de se servir des licences en mode as a service. J'en ai besoin, je le prends. J'en ai plus besoin, je les rends. En fait, ça c'est tout l'intérêt évidemment de nos offres et de vous proposer ces licences en mode locative, et si vous n'en avez plus besoin, de ne plus avoir à les payer. Ça, c'est quand même important. C'est valable, évidemment, pour l'ensemble de nos offres, dès lors qu'il y a des services managés dessus. Le support, bien entendu, sera inclus, puisque le centre de service intervient dans cet environnement, dès lors que c'est onboardé, que c'est en place, que c'est en run, comme on dit chez nous. Forcément, c'est surveillé, le centre de service est à votre disposition pour analyser et supporter les différents sujets, des problématiques rencontrées, et vous assister en cas de remédiation sur les différents sujets rencontrés. Alors, dans le cas d'une offre cyberpam, il n'y a pas vraiment de remédiation au sens cyberattaque, puisque c'est plutôt une surveillance d'un écosystème. Donc, on va vous accompagner sur la remédiation en cas de panne ou en cas d'évolution. Il peut y avoir aussi des évolutions sur la quantité, à la hausse ou à la baisse. Ça pourra faire l'objet d'un projet si besoin, mais en l'occurrence, la remédiation en mode assistance en cas de panne, évidemment, est inclus de base dans les services managés. C'est compatible avec toutes les offres cyber d'ELIAC. Alors là, j'insiste un petit peu sur ce point-là, puisque vous l'avez dit, enfin Armand vous l'a dit tout à l'heure, l'ensemble du système évidemment est surveillé et vous êtes chaque administrateur qui intervient évidemment sur un environnement du SI client, sa session est enregistrée. Mais au-delà de la session qui est enregistrée, donc une sorte de vidéo, on va dire, hein, comme on fait aujourd'hui, on enregistre la session Teams, donc on pourrait très bien enregistrer une session comme quand vous partagez un écran, hein, donc ça c'est largement faisable, ça c'est fait de base. Les logs, enfin du moins les vidéos en question sont stockées, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que toutes les logs d'activité dans l'environnement, que ce soit aussi bien au niveau du système, mais aussi au niveau des accès, tout ça c'est enregistré et c'est compatible avec tous les SIEM que vous pouvez avoir sur le marché. Et en l'occurrence chez ELIAC, ça sera avec Sequoia. Si vous souscrivez à l'offre SOC, pilotée aussi par Marilyn, ça fera peut-être l'objet de futurs webinaires pour réactiver un petit peu l'offre auprès de nos clients. En l'occurrence, vous avez la possibilité de stocker ces logs et d'y accéder au même titre que les autres logs nécessaires dans le cadre de la gestion d'un SOC. Voilà, pour un client, bien entendu. La co-administration est possible. Oui, c'est vrai, la co-administration est possible puisque beaucoup des clients le demandent. Alors, ce ne sera pas le cas chez les hyperscalers avec les solutions qu'il peut y avoir à droite et à gauche, mais chez nous, c'est faisable. Par contre, il y a une matrice de responsabilité à mettre en place, qu'on appelle le RACI. Forcément, il sera nécessaire de mettre en place qui fait quoi et quand et comment, parce que un administrateur client qui décide de changer la configuration de l'environnement Bastion, il faut prévenir le centre de service de l'IAC qui en a l'infogérance, puisque si vous transformez évidemment la configuration, il y aura des alertes qui remonteront côté centre de service, et normalement, on se doit évidemment de casser la modification qui a été faite si on n'est pas au courant. Donc pour ça, il y a des outils ITSM qui permettent de communiquer entre vous et nous, et qui permettent justement de gérer ces changements ou ces demandes de modification sur la durée. C'est possible, on ne le conseille pas beaucoup, parce que forcément, qui dit co-administration dit risque, surtout autour des projets de cyber. Donc ça, c'est des sujets qu'il faudra aborder dès lors que vous avez un projet à nous soumettre. On verra si la co-administration est faisable avec la maturité du SI que vous avez et la maturité de vos administrateurs au sein de votre SI, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir évidemment dans cette offre CyberPAM, c'est évidemment la mise en place
de deux sujets vraiment importants que je mets en avant. C'est la rupture protocolaire. Ça, je pense que c'est l'ADN même de l'offre Bastion. C'est d'un administrateur se connecte à un environnement en changeant de protocole. Il passe de HTTP à autre chose. Et en l'occurrence, forcément, ces ruptures protocolaires, les cyberattaquants n'aiment pas ça. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est important, c'est la rotation des mots de passe. Les mots de passe peuvent être extrêmement complexes au sein d'un admin local. Et l'administrateur que je représentais, finalement, dans l'exemple d'Armand, dans le cas du groupe hôtelier, c'était vraiment le partenaire qui gérait la base de données de réservation. Finalement, il n'avait pas le compte enfin, dans ce cas-là, il n'aurait pas eu le compte administrateur, mais uniquement son compte à lui. Du fait que le cyberattaquant n'ait pas le MFA, n'aurait pas pu se connecter sur ce compte-là. Et en plus de ça, s'il avait récupéré, pour une raison diverse, le compte administrateur du client final, finalement, ce mot de passe n'aurait plus été valable, puisque forcément, sa rotation est assez irrégulière et permet évidemment de ne pas laisser un mot de passe identique sur une durée trop longue. Voilà. Donc c'est important de bien mettre en avant ces deux sujets, donc la rupture protocolaire et la gestion des mots de passe, le coffre-fort finalement, avec tout cet écosystème que vous a présenté Armand. Donc voilà, il est 11h45, on a tenu nos engagements. Juste un petit rappel de pourquoi nous choisir, évidemment. C'est l'objectif, pendant que vous préparez vos questions, c'est de rappeler 3 points principaux. Protégez-vous. Voilà, ça, c'est vraiment le sujet, que ce soit avec nous ou avec d'autres. Je vais peut-être un peu gonflé de dire ça dans un webinar, mais en l'occurrence, il faut se protéger. Ça, c'est important. Donc, choisissez une solution pour protéger vos comptes à privilèges. Voilà, ça, c'est important. Évidemment, avec notre solution, l'intérêt, c'est une solution maîtrisée, évidemment, par nos équipes, et surtout une solution souveraine. On a plus de 130 personnes au sein du centre de service qui interviennent pour vous et qui surveillent évidemment votre environnement. Ça, c'est le point numéro 2. Les services managés, surveillez régulièrement et une surveillance 24/7 de votre environnement et avec une équipe de plus de 130 personnes à votre disposition pour évidemment vous accompagner et vous aider autour de ces offres, autour de la cyber, enfin contre les risques cyber et en l'occurrence de Cyberpam aujourd'hui. Donc le petit plus, le petit plus de notre solution, évidemment, ce que propose ELIAC par rapport à d'autres, évidemment, c'est l'adaptation. Tout est inclus, mais ça s'adapte en fonction de votre environnement. Donc vos licences, vos services, tout est en fonction de votre usage. Donc plus vous en utilisez, plus vous payez, moins vous utilisez, moins vous payez. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Le plus important, c'est bien forcément une solution à l'usage, comme l'ensemble de nos offres de services au sein d'ELIAC, que ce soit du cloud, du endpoint, de la cyber, de l'infrastructure, toutes nos offres de services s'adaptent à l'usage. Donc il n'y a plus besoin pour vous de souscrire des offres ou des contrats de licence complexes avec des différents partenaires, avec des engagements sur plusieurs années. C'est notre sujet, c'est plus le vôtre. Par contre, vous bénéficiez évidemment en passant par nous du même support, complété évidemment d'un accès centre de service qu'on va vous mettre à disposition. Il est temps pour vous de nous poser quelques questions. Donc, je vous rappelle, avant de lire les premières questions, que le QR code que vous avez à l'écran n'est pas une tentative de smishing, comme on dit chez nous, de tentative d'attaque par SMS. Donc, c'est bien un lien, c'est bien un QR code valable, ne vous inquiétez pas, qui vous permettra évidemment d'accéder à l'enquête de satisfaction, comme je le disais en introduction du webinaire, pour donner évidemment votre avis. Pendant que vous êtes en train de flasher ce code, je regarde un petit peu les questions. Pouvons-nous avoir une démo de l'accès d'un client, mais également une vue rapide sur la configuration de cet accès? Alors, je commence la réponse et je pense que Armand, tu compléteras. Mais oui, il est possible, évidemment, en passant par votre représentant commercial d'ELIAC, d'organiser une sorte de démo, du fonctionnement. On peut même, selon le périmètre que vous avez et l'importance de votre infrastructure, créer un POC. Mais qui dit POC dit forcément installation de l'environnement. Qui dit finalement installation de l'environnement, quand le POC est terminé, finalement vous êtes run. Et donc du coup, il faudra évidemment, selon votre projet, étudier une possibilité de mettre un POC chez vous. Alors ceci étant, on va on installe des sujets quand même dans l'écosystème de votre infrastructure, donc le POC est quand même... c'est en mode projet, on va dire. Par contre, Armand, oui, tu me confirmes qu'on a possibilité d'avoir une démo, pas de problème là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Alors, on ne va pas le faire effectivement là en live, surtout avec le peu de temps qui nous reste, mais effectivement, on a parfaitement, et on l'a déjà fait en fait pour des clients, on peut parfaitement vous montrer comment fonctionne la solution. On a des architectes sur la partie cyber et sur la partie Bastion en particulier, qui maîtrisent parfaitement le sujet, qui vous montreront du coup comment s'agencent toutes les briques que je vous ai présentées sur le petit schéma. Je profite Super, du coup parce que... Ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y.
Oui, je voulais juste donc dire, ok, donc c'est faisable, donc la réponse est oui, et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial qui se rapprochera évidemment des équipes techniques enfin, pilotées par Marilyn ou Armand pour la partie démo. J'ai passé une question juste avant. Le PAM via un bastion n'est-il pas indissociable du tiering modèle? Alors là, j'avoue Ouais. que Alors, je suis je vais y totalement, répondre. totalement à poil sur la réponse, hein, je vais être honnête avec vous, mais par contre, la réponse a été apportée juste derrière. Je faisais référence à un bastion en cœur pour l'administration sur le LAN. Peut-être un petit peu développé, Armand, peut-être, Ouais, tout rapidement? à fait. Alors, en tout cas, merci Eric pour cette question parce que c'est effectivement une question qui est loin d'être anodine. Alors, juste pour que tout le monde autour de la table comprenne bien de quoi Eric veut parler, on parle du tiering Active Directory, hein. Donc, je rappelle que le tiering Active Directory, c'est le fait de pouvoir segmenter les comptes les comptes, hein, dans un Active Directory. Pour rappel, hein, il y a 3 niveaux de tiering dans l'Active Directory. Il y a le niveau le plus critique, qui est le niveau 0, c'est l'admin du domaine, d'accord, contrôleur de domaine, contrôleur de forêt, bref, tout ça, tout ça. Le tiers 1, c'est tout votre parc applicatif, d'accord. Donc c'est là où se trouve la plupart des ressources à administrer. Et le tiers 2, c'est les postes de travail et tout ce qui est périphérique associé. Bon, voilà, ça c'est comme ça que marche le tiering dans l'Active Directory. Alors, dans l'idéal, dans l'idéal, il faudrait que dans chaque tiers d'Active Directory, on ait un bastion. Bon, dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on fait, parce que ça devient vite ingérable. Le tiers 2, ça n'a pas d'intérêt, puisque le tiers 2, c'est des utilisateurs, c'est pas des administrateurs. Le tiers 0, ça pourrait avoir un intérêt, mais c'est compliqué. En réalité, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'en fait, dans le tiers 0, donc le tiers d'administration d'Active Directory, on va avoir des postes, alors c'est pas des PAM, c'est des PAW, P-A-W. Ce sont des Privileged Access Workstation, donc des stations de travail qui sont dédiées à l'administration de l'Active Directory. Et ça, cela, on ne les passe pas par un PAM. D'accord? On pourrait, hein, techniquement, mais ce n'est pas forcément une obligation, sauf si on a les moyens vraiment de se payer ça. Par contre, le tiers 1, donc dans le tiers 1, donc c'est le tiers qui englobe les serveurs applicatifs, les bases de données et tous les trucs que vous avez administrés, vous et des partenaires, là, c'est là qu'on va positionner le PAM, hein, voilà, donc dans ce tiers 1, et le fait de votre réponse, enfin de votre commentaire après, qui est effectivement bastion en cœur pour l'administration sur le LAN, effectivement, vous avez raison dans le sens où dans tous les cas, il faudra choisir une zone sécurisée dans le LAN, isolée du réseau et soumise au contrôle d'accès physique et logique, hein, forcément, pour éviter que tout le monde puisse accéder à cette machine bastion et faire n'importe quoi dessus. C'est évident que si on rajoute un élément de sécurité, mais que cet élément de sécurité devient une zone de faiblesse parce qu'on l'a mal isolé du réseau, bah, ouais. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bah écoute, oui, ça a été un peu plus précis que ce que je n'ai compris moi, parce que je ne suis pas rentré dans ces aspects techniques aussi précisément que toi. D'ailleurs, Eric nous répond, super, merci. Une dernière question qui est arrivée, est-ce compatible avec nos environnements hybrides, on-premise, cloud et autres? Oui, 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 oui et oui. Donc l'offre, ne vous triturez pas la tête, si je puis dire, avec ce sujet. Chaque cas est un projet, évidemment, hein, puisque enfin, il n'y a pas deux configurations d'infrastructure identiques d'un client à l'autre, donc forcément, chaque cas est particulier, mais que vous soyez hybride, on-premise, cloud ou l'ensemble, peu importe, la solution Bastion doit être mise en place, ça c'est clair, mais par contre, et c'est évidemment compatible. Une autre question qui nous arrive, alors ça c'est intéressant, Cyberpam répond-il aux exigences ANSI, RGPD ou ISO 27001? Alors là je vais me tourner vers Marilyn qui est une spécialiste de ces différentes exigences. Vas-y, je te laisse répondre à cette question, Marilyn. Bien sûr, merci Jean-Philippe. Effectivement, pour répondre à cette question, c'est une obligation pour nous et aussi de l'éditeur, hein, Walix, avec qui nous sommes partenaires, de pouvoir répondre à ces contraintes. Et on ne va pas se limiter justement aux exigences, hein, de l'ANSSI, RGPD sur la gestion des données et la conservation, hein, de ces données, ou aux ISO. On va répondre à tout autre type de qualification, certification, obligation pour pouvoir gérer correctement ces aspects de PAM via Bastion, pour pouvoir régler et gérer correctement
toutes ces segmentations, ces règles, ces accès, ces sessions selon toutes ces conformités. Donc, bien sûr, notre offre CyberPAM, qui est basée en partenariat avec l'éditeur Walix, répond à toutes ces exigences et on anticipe, bien entendu, les évolutions. Comme vous le savez, il va y avoir d'autres certifications, obligations dans les quelques semaines, je l'espère. On l'attend notamment pour la partie NIS 2 depuis plus d'un an. Mais bien sûr, ELIAC et nos partenaires anticipons ces notions et nous sommes bien sûr en règle sur ces notions. Super. Ben, c'est sûr que le Nice 2 en France est dépendant de notre gouvernement en ce moment et il y a évidemment des priorités peut-être différentes qui fait que c'est un sujet qui est ralenti et c'est dommage parce que c'est important. Mais ça ne saurait tarder. En ce qui concerne une petite précision que Armand a peut-être oublié de dire, c'est qu'effectivement la partie enregistrement des sessions, c'est un format propriétaire à Walix. Donc je ne sais pas si Armand tu l'as dit, mais je le précise, mais peut-être que je t'ai un rappel de petite précision là-dessus, peut-être. Oui, tout à fait. Tu as parfaitement raison, Jean-Philippe. Je ne l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt que ce soit un format propriétaire? C'est que si, par le plus grand des malheurs, quelqu'un venait à accéder à la machine Bastion et venait à récupérer les formats vidéo pour pouvoir les corrompre, hein, pour pouvoir effacer des traces, en réalité, non seulement il ne pourrait pas, il ne pourrait pas relire ou modifier le contenu de ce format vidéo en dehors du Bastion lui-même. Il n'y a que le Bastion qui peut lire et qui est le moteur de transformation et d'acquisition de la vidéo. Voilà. Ça complète évidemment les propos sur les exigences autour de la cyber, ANSSI et toute autre comment dire, certification nécessaire. Évidemment, déjà accéder au bastion, hein, c'est admettons, hein, donc je veux bien qu'on puisse admettre qu'on passe les étapes, mais il faut déjà pouvoir y accéder. Et en admettant qu'un cyberattaquant parvienne au bastion pour récupérer ce semblant de vidéo, forcément, il ne pourra pas les relire comme il le souhaiterait. Pas d'autres questions qui arrivent aujourd'hui pour le moment, 11h57. Merci de votre présence en tout cas et de votre participation à tous, en espérant que ça vous a éclairé un petit peu sur le sujet du bastion en sens large. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous rappelle l'enquête de satisfaction s'il vous plaît, ça nous permet d'avancer. Et n'hésitez pas à revenir et de contacter vos interlocuteurs commerciaux pour des sujets, des projets ou autres présentations un peu plus granulaires si vous le souhaitez. C'est avec plaisir que nous nous rendrons disponibles pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.